Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité dans le 10h midi avec aujourd'hui Jacques Miard. Bonjour Jacques Miard. Bonjour. Maire LR de Maisons-Laffitte. Éric Verhaeghe, entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Bonjour. Patricia Balme, communicante et présidente fondatrice de PBcom International. Et Mathieu Alterman, journaliste. Et vous avez en ce moment une exposition dont vous êtes le commissaire pour le musée virtuel de la SACEM consacré à Gainsbourg, dont on a... Attendez, on vous entend pas. Oui, Gainsbourg et ses arrangeurs. Pour expliquer que c'était le résultat d'un travail à 4 mains à chaque fois. Pardon, Jacques Miard ? On ne voit pas les membres qui sont dans le studio. Oui, ça va venir. Ça va venir. Voilà. Okay, on s'en fout à partir du moment où on nous voit, nous. Hein. Voilà, et où on s'entend. La plupart de nos auditeurs ça sont fait un peu Union soviétique. Voilà, c'est pour ne pas vous voir. Non, parce que je rappelle qu'on peut nous voir. On peut nous voir sur Facebook. On peut nous voir également sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Alors, on va revenir sur cette intervention de François Hollande hier sur Twitch. Et puis d'une manière générale sur les politiques qui vont de plus en plus sur les réseaux sociaux et les réseaux sociaux de Jones, comme on dit, et qui font des interventions avec des influenceuses, des influenceurs. C'est assez étonnant, mais pourquoi pas, on va en reparler. Violences urbaines, on n'a pas eu le temps de traiter le sujet. Faut-il un encadrement militaire? Et puis la déprogrammation des interventions dans les hôpitaux d'Île-de-France, un an après, l'hôpital visiblement est toujours en crise, et va-t-on pouvoir éviter un reconfinement? On commence avec notre tour de table de ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Patricia, je vais commencer avec vous. C'est un coup de gueule. Très très gros coup de gueule suite au déferlement de haine que j'ai vu sur Twitter après la mort d'Olivier Dassault. Ouais. Alors, pour ceux qui ne le connaissaient pas et qui ne soient pas touchés par ce décès, je le comprends très très bien. En ce qui me concerne, c'était un ami personnel, mais au-delà de ça, je dirais que ce que j'ai lu, notamment d'ailleurs de beaucoup de gens de gauche, d'extrême gauche, et notamment d'une personne de l'UNEF dont je ne citerai même pas le nom parce que ça vaut pas la peine de faire de la publicité, j'ai vu des tweets antisémites, des gens qui se réjouissaient de sa mort parce que c'était un milliardaire, parce que c'était un chasseur, parce que c'était le capitalisme, on l'a traité de vendeur d'armes, et il y a eu un ramassis de haine contre quelqu'un, voilà, qui est décédé, il a une famille, il a 3 enfants, et je trouve qu'il y a des limites, même quand on n'aime pas quelqu'un, qu'on n'aime pas ses idées, on ne peut pas se réjouir et applaudir de la mort de quelqu'un il y avait eu la même chose avec Christophe de Margerie, souvenez-vous, le patron de Total, quand son avion s'est écrasé, il y avait eu un certain nombre de personnes qui avaient ironisé sur cette mort. J'ai envie de dire que je suis étonné que vous soyez étonné. Moi, pour ma part, j'ai quitté Twitter il y a 6 mois de ça, parce que j'ai pas la passion des PMU avec des gens bourrés. Et c'est ça Twitter aujourd'hui, tout simplement. C'est la puissance des plus bêtes, des plus nombreux, qui fait que c'est irrespirable. C'est une atmosphère irrespirable sur Twitter. Éric Verhaeghe, oui, il y a beaucoup de journalistes dessus. Il y a beaucoup de journalistes sur Twitter, je ne sais pas comment les collègues ou confrères de Mathieu doivent prendre cette remarque. Mais moi, attendez, je vais juste j'ai quitté Twitter suite au fait que plein d'amis journalistes partaient également, notamment mon ami David Abiker. On partait parce qu'on n'en pouvait plus. C'était affreux. Je voudrais juste finir sur mon gros coup de gueule. Pardon. Non, mais je t'en prie. C'est simplement de dire que il y a eu des horreurs dites par des anonymes. Il y a eu une personne qui n'a pas un compte anonyme, c'est cette personne de l'UNEF et des gens de l'UNEF qui ont suivi derrière. Ce que je veux dire par là, c'est que ce déversoir de haine contre les riches, parce qu'il y a ça aussi, contre le capitalisme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'est devenu la France? Parce qu'au-delà d'Olivier Dassault et de cette tragédie, la France est devenue un déversoir de haine aussi, et pas seulement sur Twitter. La haine des riches, la haine de l'argent, la haine de tout. Et aujourd'hui, il y a une gauche, et une gauche pro-islamiste, il faut le dire aussi, qui déteste
ceux qui représentent la communauté juive, les chrétiens aussi. Donc il y a tout un amalgame d'horreur autour de plusieurs notions que sont la richesse, la religion et autres. Voilà. Je rebondirai juste 2 secondes en encourageant la lecture du dernier numéro de la revue Transfuge, revue culturelle, qui interviewe longuement le réalisateur américain John Waters, qui est vraiment un roi de la contre-culture et qui explique que le nouveau macartnisme vient de la gauche américaine aujourd'hui. Ben oui, bien sûr, des universités, le mouvement universitaire. Jacques Miard. Oui, moi je voudrais non seulement partager les propos de Patricia Balm et ajouter une chose, parce que moi je l'ai connue en qualité de député, et très franchement, Olivier Dassault, il ne mettait pas en avant en disant je suis riche, je vole sur un Falcon, etc. Pas du tout. C'était un homme d'une grande simplicité. Absolument. Et Absolument. toujours ouvert et pas sectaire, absolument pas sectaire. Il avait cette hauteur de vue des choses. Bien sûr, il brettait, comme je le dis, à l'égard des adversaires politiques qu'il respectait. Donc, très franchement, ce déversoir de haine, eh bien, ça ne fait pas hauteur. Vous savez, je veux vous dire, comme dirait Toto, c'est celui qui le dit qu'il l'est. Hein, parce que, franchement, alors, cela étant, de là à ignorer Twitter, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais je ne réponds jamais. Oui. Personnellement, j'utilise Twitter où je passe des messages. Je peux vous dire que sur Olivier Dassault, j'ai été fortement repris parce que j'ai dit ce que je viens de dire. Et puis, quant au reste, les chiens aboient, la caravane passe. C'est malheureusement pas nouveau, tant en antisémitisme qu'en haine ordinaire et imbécile. Oui. Une auditrice nous dit se réjouir de la mort d'un être humain montre à quel point l'humanité va très mal. Twitter est-elle un mauvais magazine? Non, c'est pas nouveau. Vous vouliez dire quelque chose, Éric Verhaeghe, également sur le sujet? Enfin, moi, je suis pas allé sur Twitter voir les commentaires concernant le décès qui a frappé la famille Dassault. Et comme tout décès, c'est toujours douloureux. En même temps, de fait, je suis à moitié surpris puisque un des grands refrains, et notamment de l'univers Mélenchon, consiste à dire que les riches sont des méchants et des voyous. Alors, il faut lire l'interview que Mélenchon a donnée à Challenge, où il parle des corona-profiteurs qu'il faut aller débusquer comme les profiteurs de guerre. Tout ça sent la violence politique à l'état pur. Et dans ce contexte, je ne suis pas étonné que les adeptes de la pensée mélenchonienne se sentent pousser des ailes dès qu'ils peuvent organiser un bûcher contre un riche. Tout ça, et il faut le dire, est le produit d'une violence politique qui est portée par l'extrême gauche, qui est un vrai problème. J'ajouterais juste une chose, c'est qu'Olivier Dassault, en effet héritier d'une dynastie et qui avait beaucoup d'argent, aurait très très bien pu vivre tranquillement de ses rentes, ne pas se lancer dans une vie politique et être retraité avant l'heure. Il n'était pas obligé de travailler. Et je rappelle aussi que le groupe Dassault emploie de nombreux salariés. Oui, et Anne Roumanoff a eu un tweet assez joli où elle dit qu'il a énormément aidé au moment du Covid dans la plus grande discrétion pour financer un certain nombre d'aides pour les soignants. Elle avait lancé, vous le savez, des ventes aux enchères et donc voilà, les gens font aussi le bien dans la discrétion parfois. Jacques Miard, un coup de gueule. Oui, un coup de gueule. Ouais. Vous savez, j'ai l'impression que les Français ne se sont jamais relevés complètement d'avoir été régicides. Je suis stupéfait par cette espèce d'engouement que les médias nous assènent à longueur de temps sur Meghan et Harry. Mais j'en ai rien à foutre. Très franchement, tous ces crétins qui se démerdent, qui lavent leur linge sale en famille, mais qu'on arrête de nous asséner ça. Alors je comprends que ça change du Covid, parce qu'on tombe d'une névrose pandémique bien réelle à une névrose royaliste par ailleurs. Mais moi, je suis stupéfait qu'on puisse mettre en avant à longueur de temps. Je vois encore un journal du matin faire sa page 2 et sa page 3. C'est véritablement... Même un journal du soir qui est devenu France Soir, gala à la petite échelle, et assène à longueur de temps je dirais, les malheurs de Meghan et Harry, dont j'en ai rien à secouer, et puis au passage, qui lavent leur linge
en famille, ils restent chez eux. Voilà. On peut pas complètement, enfin, de mon point de vue. Éric Vérague. Jacques, on peut pas... Arrête de faire les salonnards. Je vais essayer d'en placer une si Jacques veut bien. Je trouve quand même que c'est un sujet qui n'est pas si people que ça en réalité, parce que on voit bien que a fini par sortir le non-dit de cette affaire, qui est que pour la première fois, la famille de Saxe-Cobourg-Gotha, puisque Windsor n'est pas le vrai nom de la famille, c'est famille régnante en Angleterre est une famille allemande qui ne s'est jamais mélangée pendant des siècles. D'ailleurs, le prince Philippe, qui est l'époux de la reine d'Angleterre, est un cousin germain de la reine. Hein. Et là, ils ont testé le métissage et le vivre ensemble, avec une riche américaine, plutôt d'origine, je crois, afro-américaine, quelque chose comme ça. Elle n'est pas riche, hein. Non, elle n'est pas riche. En tout cas, c'est une actrice de série B, voilà. C'est un test. Et je trouve assez intéressant de voir combien cette affaire, finalement, dans l'inconscient collectif, parce que je pense que ça joue énormément, quand sort la question de la famille royale qui s'inquiète de la couleur de peau du fils ou de l'enfant qui va naître, c'est tout sauf une affaire people. Et je pense que ça, c'est aussi une façon pour les gens de se dire, mais eux aussi se posent cette question-là. Je trouve que ça remue plein de choses qui sont non dites, qui sont implicites. Ça remet en cause la question du racisme, etc. Je trouve que c'est tout sauf inintéressant politiquement. Jusqu'à quel point dit-elle la vérité? C'est aussi la question qu'on peut se poser. Je pense que c'est une très bonne comédienne. Je vous dis franchement, j'en dirai pas davantage, mais je plains Harry parce que j'ai l'impression qu'il a épousé une américaine, il va s'en mordre les doigts. J'ai vu passer dans les blagues sur Twitter, je vais vous le dire en français, la première fois qu'un prince est transformé en grenouille. Formidable. Parfait. Mais visiblement, elle a menti, par exemple, quand elle parle du mariage. Elle dit qu'ils se sont mariés à Troyes la veille, c'est-à-dire lui, elle, avec l'archevêque de Canterbury, qui les a mariés. Et c'est pas possible parce qu'il n'y avait pas de témoins, c'était pas un lieu consacré. Donc, c'est déjà un petit mensonge. Donc, s'il y a un mensonge là-dessus, on peut imaginer. Ouais, mais on va pas perdre son temps avec ça. Allez, on perd pas. Valérie, juste dire une chose. Oui, je suis, bien sûr que je suis. Je voulais juste dire une chose. Je ne sais pas quelle audience en France. 1 400 000 téléspectateurs hier soir sur TMC, c'est énorme. Exactement, c'est beaucoup. Et 17 millions aux États-Unis. J'ai pas le chiffre pour l'Angleterre. Donc, ça veut dire quand même que les gens s'intéressent à la monarchie, qu'il y a des nostalgiques de la monarchie. Bon, maintenant qu'on est affaire à une grande actrice manipulatrice, c'est certain, qui veut déstabiliser la monarchie. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant avec des coups de gueule qui vont encore nous animer. À tout de suite. On est ensemble sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec Jacques Miard, maire LR de Maison Lafitte, Mathieu Alterman, journaliste, commissaire de l'exposition pour le musée virtuel de la SACEM. Et c'est une exposition qui est consacrée à Serge Gainsbourg avec, vous le disiez, ces personnages de l'ombre dont on n'entend pas forcément parler et qui ont joué un rôle très important. Pour la plupart, toujours vivants, absolument. Absolument. Patricia Balme, communicante, présidente fondatrice de PBcom International, et Éric Vérague, entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Alors, on continue notre tour de table avant de parler de ce qui se passe dans nos hôpitaux, des programmations en Ile-de-France, les politiques sur les réseaux sociaux avec François Hollande, en particulier hier soir sur Twitch, et violences urbaines avec de nouvelles victimes, 2 adolescents. C'était hier, on va en reparler. Donc, Mathieu Alterman. Oui, écoutez, oui, ça va être un peu plus léger, on va dire. Hier, c'était évidemment la journée des droits de la femme, et vous avez un collectif qui s'appelle, je cite, le gang du clito, qui a décidé de gonfler un clitoris géant, place du Trocadéro face à la Tour Eiffel, qui est resté toute la journée. La question, c'est pourquoi, en fait? Enfin, qu'est-ce que c'est que ce... Alors, si j'ai lu un petit peu ce qu'elles disent, elles disent on parle toujours du pénis masculin et de comment résoudre les problèmes de sexualité des hommes, mais on ne parle pas des problèmes de sexualité. Bon, ce qui déjà n'est pas vrai. Et puis surtout, ça m'ennuie parce qu'on gadgetise quelque chose de grave. Il y a quand même réellement des femmes qui sont moins payées que les hommes. On a des femmes qui sont maltraitées. Dans le monde, c'est sérieux quand même la cause des femmes. Et résumer ça, gadgetiser ça, un clitoris géant en plus, regardez sur Internet, c'est affreux, on dirait l'avion le Concorde.
paddleboard avec des couilles en dessous. C'est un truc affreux, c'est vous dire si ça vole bas d'ailleurs. Et je trouve ça lamentable, quoi. Pourquoi pas mettre à côté le plug anal qu'on avait eu place Vendôme, faire un groupe, c'est insupportable. Mais c'est quoi, vous avez été choqué par ça? Je suis choqué par la vulgarité et la facilité de la chose. Les gens qui veulent choquer pour choquer, je trouve ça lamentable, parce que derrière, il n'y a rien. Alors j'ajouterais à ça que c'est pas un honneur pour les femmes d'avoir cette représentation à Paris, ça n'a aucun intérêt. Je pense qu'effectivement les combats féministes sont tout à fait loyaux et ils ont leur existence pour des causes réelles, mais je veux dire, effectivement, je pense que ça rabaisse même la condition de la femme, évidemment, d'exposer cela. Alors c'est peut-être un coup de pub de cette association, en effet on en parle. Voilà, j'allais le dire, mais je trouve ça lamentable, en effet vulgaire. Oui, Éric Verhaeghe. Oui, moi j'ai découvert ça hier aux informations avec ma fille qui n'a pas encore 8 ans, donc ça a été l'occasion pour elle de demander mais de quoi s'agit-il? Et donc nous avons répondu de façon transparente, mon épouse et moi. Ça pose quand même en effet une question, c'est aujourd'hui qu'est-ce qu'on appelle l'affirmation de la femme. Alors moi personnellement, je n'ai rien contre les clitoris, mais je pense qu'en effet, on peut imaginer que la condition féminine ne se réduit pas à ses organes génitaux. Et c'est assez curieux de voir que des gens qui dénoncent la réduction de la femme au statut d'objet, ou en tout cas sa minoration par rapport aux hommes, présentent une image de la femme qui est elle-même extrêmement réductrice. Alors personnellement, l'idée ne me serait pas venue, mais ça me rassure de découvrir que c'est le fait d'un gang et pas d'Anne Hidalgo, puisqu'initialement j'avais cru comprendre que c'était Anne Hidalgo qui avait décidé de promouvoir la condition féminine. Peut-être fait-elle partie de ce gang, je ne le sais pas. Peut-être qu'elle en fait partie. Bon, écoutez, il n'y a qu'une réaction à avoir, c'est que tout ce qui est excessif est insignifiant, et puis on n'en parle pas parce que moi j'en ai rien à foutre. Voilà, je pense que surtout ça ne sert pas la cause des femmes et les vrais combats des femmes. Voilà. Bien évidemment. Allez, en parler, c'est magnifié. Allez, Éric Verhaeghe, vous allez nous emmener sur évidemment encore une fois notre sujet du Covid. Voilà, allons-y. Je voulais quand même donner un coup de cœur au syndicat AMG France, au syndicat des médecins généralistes, qui officiellement demande la démission de Jérôme Salomon, puisqu'il a demandé l'interruption de l'approvisionnement des médecins généralistes en vaccins pour servir les pharmacies. Et je trouve que c'est important que dans ce pays, on se mette à sortir du pas de vague, de la bienveillance feinte et du monde des bisounours, et qu'on commence à demander aux fonctionnaires des comptes sur les décisions qu'ils prennent. Alors j'ai cité sur le courrier des stratèges la note qui n'est pas de Jérôme Salomon, mais qui est du ministère de la Santé en début de semaine, qui revient sur la décision du Conseil d'État qui autorise des résidents d'EHPAD vaccinés à sortir des EHPAD. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, nos maisons de retraite sont devenues des prisons. Et parfois pas très agréable. Donc le Conseil d'État a redonné la liberté aux résidents et le ministère de la Santé continue à repasser derrière en restreignant au maximum la liberté des gens, alors même que des décisions de justice accordent satisfaction aux plaignants. Je trouve qu'on vit sous la coupe, sous la tyrannie d'une haute administration qui n'est responsable de rien, et je pense qu'il faut que ça se termine, ça suffit, il faut que les hauts fonctionnaires qui amènent ce pays à la ruine ou qui outrepassent leur pouvoir allègrement, soient durement sanctionnés et soient très clairement évincés de leur poste lorsqu'ils ne font pas l'affaire. Oui, mais oui, Jacques Miard. Oui, Éric est bien gentil, mais en réalité, le fusible Salomon, c'est le fusible gouvernement dans son entier. Parce qu'en réalité, il a été aux ordres de la ministre de la Santé précédente, mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Je pense que c'est le serpent qui se mord la queue. Bien sûr que si, il faut savoir qui commence. Ils se tiennent par la barbichette. Élus et hauts fonctionnaires se tiennent par la barbichette. Mais là, en l'occurrence, c'est le gouvernement qui se tient à la barbichette de Salomon. Et que s'il vire Salomon comme fusible, ça fait rigoler tout le monde parce qu'en réalité, c'est une responsabilité politique du gouvernement. On vire les deux. Et notamment de la ministre de la Santé précédente de gouvernement Hollande,
faut quand même jamais l'oublier. Et c'est là où il y a un problème, c'est qu'en réalité, il y a eu osmose entre le pouvoir politique et le pouvoir administratif. Et donc Salomon, en réalité, il est copie conforme de la mésaventure de ce gouvernement, c'est-à-dire de l'amateurisme complet. Oui. Alors, tous les syndicats de médecins, pratiquement, ont réclamé sa démission et dénoncé cette situation. Et s'il est toujours là, c'est bien la preuve, c'est qu'ils se tiennent les uns les autres avec le pouvoir politique. Cette situation ubuesque dans laquelle se retrouvent les médecins, puisqu'ils n'auront pas de doses cette semaine, puisqu'elles seront envoyées aux pharmaciens qui disent qu'ils ne les ont toujours pas. Et on peut se poser la question de à quand des vaccinodromes, enfin des grands espaces comme il y a dans la plupart des pays. La France dit qu'elle est sceptique. La France est sceptique sur les vaccinodromes. La France est sceptique sur les tests salivaires. Nous sommes le pays le plus sceptique du monde. Bon, au-delà de ça, attendez, je pense qu'il y a une telle désorganisation. Ils arrivent. Simplement, ils n'ont pas ouvert. Enfin, moi, je vais vous dire, dans notre région, nous avions pour 4 ou 5 villes un vaccinodrome qui devait ouvrir le 25 janvier. On nous dit ensuite 15 avril. Et tout d'un coup, au miracle, il arrive depuis hier. Mais pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de dose, c'est tout. Ce n'est pas une question de scepticisme, c'est une histoire de manque. Oui, absolument. Sacha nous dit tout le monde est vacciné dans les EHPAD, puisqu'il travaille dans un EHPAD, mais ses occupants ne peuvent toujours pas sortir chercher l'erreur si le vaccin est efficace. Donc c'est vrai que c'est étonnant. Et puis le coup de gueule d'un auditeur qui me dit le caisson hyperbar de la région implanté à la clinique Saint-Pierre de Perpignan, ouvert aux urgences vitales de tous les départements de l'ex-Languedoc-Roussillon, se retrouve aujourd'hui à l'isolement, inaccessible en voiture et en ambulance. C'est ce que dit le directeur général de cet établissement, puisque la rue qui dessert l'accès unique a été mise en sens interdit par la mairie, mais depuis la police municipale commence à faire respecter cette signalisation, donc c'est interdit d'accéder à ce... c'est vrai qu'on est quand même chez Ubu. Merci de nous avoir signalé cette situation. Allez, on se retrouve dans un petit instant avec vous et on va revenir sur la fermeture, sur la déprogrammation d'un certain nombre d'opinions dans les hôpitaux d'Île-de-France, et je crois que c'est déjà le cas dans de nombreux hôpitaux, sauf qu'il n'y a pas eu la même publicité entre guillemets. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le débat entre 11h et midi, déprogrammation d'intervention dans les hôpitaux d'Île-de-France. L'agence régionale de santé, il va falloir en parler de ces agences régionales de santé à un moment et leur demander quand même des comptes. d'Île-de-France a donné l'ordre ferme aux hôpitaux et aux cliniques franciliens de déprogrammer 40% de leurs activités médicales et chirurgicales pour pouvoir augmenter le nombre de lits de réanimation dédiés aux malades du Covid. C'est une très forte tension. Pourtant, Jérôme Salomon, on n'envisage pas de confinement supplémentaire. Et c'est vrai que c'est une situation sanitaire qui va être réévaluée. Mais on a un petit peu de mal encore une fois, à comprendre ce double discours du gouvernement. Tout va bien, ça va aller mieux. Et ce que disent certains médecins, nous, on ne voit pas baisser les entrées en réanimation en particulier. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a deux problèmes. Déjà, il y a un problème il n'y a pas de vaccin. Donc, on peut ouvrir tous les vaccinodromes qu'on voudra. Si on ne peut pas vacciner les gens, ça ne sert à rien. Et puis surtout, 6 mois avant le début de la campagne de vaccination, on a été nombreux à expliquer qu'il fallait à tout prix un expert en logistique à la tête du programme. C'était évident, c'est ce qui a été fait d'ailleurs aux États-Unis. On a mis à la tête du programme vaccination un militaire. Qu'est-ce qu'a fait la France ? Elle a fait exactement le contraire. Elle a mis le docteur Fischer. Elle a pris McKinsey. Oui, mais enfin, on a pris le docteur Fischer en responsable, qui lui-même a dit devant les caméras qu'il n'y connaissait rien en logistique. Mais ça, il l'a dit il y a déjà quelques mois. Donc, on aurait pu penser que depuis sa déclaration, la France allait enfin nommer quelqu'un, un expert en logistique. Non. Eh ben non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait prendre un organisateur de mariage, il saurait peut-être mieux faire que le gouvernement, qui est finalement prisonnier de quelque chose qui s'appelle l'État. Il faudra évaluer, et je pense qu'il faudra évaluer les dégâts des remises de certains actes chirurgicaux. Parce que s'il y a des gens qui ne mourront pas du Covid, il y aura peut-être des gens qui avaient besoin d'être opérés et dont on remet l'opération parfois à 6 ou 8 mois. Donc là, il y aura une nouvelle responsabilité du gouvernement, mais aussi de l'Agence régionale de santé, de toute l'organisation médicale, scientifique de ce pays. Et là, je pense qu'il y aura un bilan à tirer après tout ça et que les dégâts seront très nombreux. Et pensons aux maires
qui sont en première ligne, qui il y a quelques mois, on a ouvert des centres dans les villes et qui n'ont pas eu les doses promises et qui ont reçu évidemment les plaintes des habitants nous sommes la risée du monde entier, hein, il faut quand même le dire aux auditeurs. Quand on lit la presse étrangère et qu'on regarde tout ce qui est dit sur la France, nous sommes quand même les avant-derniers dans la réussite de cette crise sanitaire. Donc je crois qu'on est avant la Roumanie. Voilà, la France c'est la 7e compagnie, c'est pas le jour le plus long. Jacques Miard. Bravo. Écoutez, la faute est que depuis quand même une dizaine de mois, depuis le début de cette pandémie, on avait déjà constaté qu'il manquait des lits. Et on a vu encore aussi certains directeurs d'ARS dans certaines régions qui poussaient encore à la réduction des lits. Donc effectivement, il y a plus qu'un hiatus, il y a un problème politique grave. Et on aurait pu, je comprends qu'au début, parce qu'il y a eu une politique où on a serré les boulons, on a supprimé des lits, je peux vous dire notamment les lits de chirurgie dans les Yvelines, parce qu'à un moment on nous disait qu'il y avait 110 lits de trop et qu'il fallait les supprimer, etc. Donc ils ont mis en place une politique, tous les gouvernements, il faut le dire, une politique de réduction des moyens hospitaliers, mais à partir du moment du début de la pandémie, il fallait changer radicalement de politique et créer des lits. Or, ça n'a pas été fait. Et c'est là où il y a une responsabilité politique majeure du gouvernement. On a beau nous dire, effectivement, nous, on n'a pas fermé les écoles alors qu'ils viennent de fermer les écoles en Italie, il faut le savoir. Et donc, aujourd'hui, on est dans une impasse totale qui est due à un manque de prévision et aussi manque de réalisme. Alors, sur les ARS, il est exact que ce sont des machines administratives très, très poussées et qu'elles passent leur temps à envoyer notamment aux directeurs des hôpitaux, cliniques comme autres, tout un tas de nécessités de faire remonter des statistiques dont, franchement, ce n'est pas le moment. Et donc, il y a effectivement une culture technocratique administrative qu'il va falloir remettre en cause. Et ça, c'est au pouvoir politique de l'exécuter. Et leur demander des comptes, Jacques Miard, quand même, à ces ARS. Bien sûr, à un moment dans les ventes, il faut dégraisser ces machines administratives. Il est tout à fait exact qu'il fallait mettre à la tête de l'organisation un homme qui sait ce que c'est que la logistique, c'est-à-dire quelqu'un qui sait organiser les choses et même organiser la pénurie. Mais en réalité, c'est multiple. Quand vous songez... Pardon de vous interrompre, mais on a engagé des cabinets conseils américains oui, mais on n'a pas besoin de cabinet conseil pour faire ça. Il faut arrêter. Surtout que le cabinet conseil, il est nourri par des hauts fonctionnaires qui sont allés pantoufler. Alors bravo, Bon, il faut avoir des logistiques. Mais quand vous songez que ce gouvernement n'a même pas eu accès au contrat que l'Union européenne a passé avec les groupes. L'autre jour, le secrétaire d'État, là, qui est un technocrate, un suppôt de la Commission, parce qu'il provient de cette technocratie bruxelloise, il a dit effectivement qu'il n'avait pas vu les contrats. C'est complètement scandaleux. Moi, quand j'étais député et qu'on négociait avec les Américains, on exigeait avoir les contrats et notamment le niveau de négociation. Donc, on a un gouvernement qui a failli. C'est aussi simple que ça. Oui, on a Brigitte qui nous dit que ce matin, il y avait un médecin dans la matinale de Patrick Roger qui racontait que l'ARS l'avait empêché d'ouvrir dans son service des lits supplémentaires. Moi, je pense qu'il fallait d'abord une organisation quasi militaire. Oui. Je veux dire, les militaires sont les champions de la logistique. Je veux dire, un général, il sait comment on attaque, il sait comment... Donc... on pouvait très très bien faire appel à un stratège militaire qui sont très doués pour ça, pour l'anticipation, pour les décisions, pour le timing aussi. Maintenant, effectivement, on a failli sur la logistique et je pense qu'on va en payer les conséquences. Et les agences de santé régionales de santé, aussi en paieront les conséquences. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on attend pour justement mettre en place une nouvelle manière de vacciner, une nouvelle organisation? Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est Ubu, on est dans la maison qui rend fou dans les 12 travaux d'Astérix. Ouais. Moi, la chose qui me marque le plus, c'est que je pense que la France a des œillères sur tout ce qui fonctionne dans les autres pays, quel que soit le domaine. Ça dépasse la crise Covid. Quand on est incapable d'observer le changement de consommation
des gens en fonction de la révolution digitale, et qu'on a l'impression que la France se dit toujours « Ah mais chez nous c'est pas pareil, ça n'arrivera pas chez nous, nous sommes différents ». Mais si, on est exactement comme tous les gens sur Terre, et il faudrait que vraiment on observe ce qui se passe, ce qui s'est passé en Israël, ce qui se passe en Asie, mais pas que sur le Covid, surtout. Ouais, parce que ça arrive chez nous, forcément. Éric Verhaeghe. Oui, en fait, je suis beaucoup plus mesuré que vous tous, qui êtes extrémistes au fond. Oui, contrairement à vous. Contrairement à moi. Monsieur le modéré. D'abord, je voudrais dire quand même, bien sûr, sur ces histoires de vaccination, que le choix initial du gouvernement pour le monsieur vaccin était pire que ce que vous dites, puisque Emmanuel Macron avait choisi un certain Louis-Charles Villosat qui avait fait le lobbying de la compagnie Lilly, du laboratoire pharmaceutique Lilly, pendant des années. Et qu'on s'aperçoit d'ailleurs, chemin faisant, que ce laboratoire pharmaceutique américain est très présent au sein de l'univers Élysée en général et des cabinets ministériels, comme je l'ai d'ailleurs révélé dans le courrier des stratèges, et j'ai été très heureux de voir que le reste de la presse s'est emparé ensuite de ce sujet. Mais on a une vraie question qui est l'indépendance de la bureaucratie sanitaire en France par rapport aux laboratoires pharmaceutiques. Mais sur la question des lits, je suis plus modéré parce que, en réalité, la France dispose de 5 500 lits de réanimation aujourd'hui, de 6 500 lits de soins intensifs. C'est 10% de plus qu'il y a 20 ans. Donc, contrairement à ce qu'on dit, il n'y a pas eu de suppression de lits de réanimation. On supprime des lits qui servaient avant à opérer des appendicites, et aujourd'hui, ça se fait en un quart d'heure au lieu de se faire en une semaine. Donc, supprimer des lits qui servent à faire de l'appendicite... Il y a eu transformation. Il n'y a pas eu vraiment création. Il y avait 5000 lits de réanimation en 2000, il y en a 5500 aujourd'hui. Parce que c'est l'hôpital de jour. Il n'y a pas eu de réduction, de lits de réanimation. C'est-à-dire que l'hôpital public, depuis 20 ans, connaît une augmentation de ses moyens en réanimation et en soins intensifs, alors qu'il connaît une diminution de ses moyens en termes de chirurgie ordinaire. Voilà. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a moins de lits qu'avant, et de fait... Aujourd'hui, on est dans un scénario de lits de réanimation. En réalité, l'État n'a pas diminué le nombre de lits de réanimation. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est dans un scénario intermédiaire. Elle ne les a pas augmentés. L'État n'a pas augmenté le nombre de lits. Il y a eu 10% de création de lits de réanimation. Enfin, versus l'Allemagne, c'est ridicule. Il faut mettre ça en parallèle avec les suppressions, Eric. Non, mais il n'y a pas, en termes de réanimation, il y a une augmentation des moyens. Après, la question, c'est est-ce que pour une épidémie qui va durer 2 ans, on a besoin de créer 5000 lits supplémentaires, ou est-ce qu'en jouant sur les pics, en réalité, les pics d'activité durent 2 ou 3 semaines, est-ce que ça justifie là, ça fait un an que ça dure. Des milliers de lits. Non, sauf qu'en réanimation, on n'a pas de problème de tension sur la réanimation. On en a eu, on a eu 2 moments en 2020 où ça a été tendu, ça a été au mois de mars, et ça a été un peu au mois de novembre. Et là, on est passé à un peu plus de 3500 personnes admises en réanimation. On est loin du cataclysme annoncé par les médecins, mais on n'est pas dans la descente qu'on espérait. Non. Alors, aujourd'hui, le pari que fait Macron, et pour une fois je soutiens Macron, c'est qu'on va arriver à passer entre les gouttes, ce que je crois aussi plus tôt. Mais dans tous les cas, on ne peut pas faire courir éternellement le bruit selon la rumeur, la fake news, selon laquelle, depuis 20 ans, les moyens des hôpitaux, en termes de réanimation et de soins intensifs, auraient baissé, mais enfin, augmenté. Je suis désolé, Eric. L'ARS demande aujourd'hui de reporter des opérations, notamment dans un certain nombre de domaines, pour les attribuer justement ça va durer réanimations. 2 semaines, Jacques. Eh bien, ça prouve bien, mais écoute-moi bien, ça prouve bien qu'en réalité, le nombre d'élus totaux depuis une dizaine d'années ont été réduits. Non, factuellement, c'est faux. Et deuxièmement, je rappelle que les hôpitaux privés ont lancé un appel, ils disposent de 3000 lits. C'est exact. Et ça, c'est quelque chose... Et l'État ne les mobilise pas. Voilà. Donc, au lieu de vouloir créer des choses nouvelles, utilisons ce qui existe. On est bien d'accord. Mais en ce qui concerne... Jacques Mézard, Oui, en ce qui concerne, parce que moi je l'ai vécu, j'ai présidé un hôpital des Courses et je me souviens bien que sur la chirurgie, on en disait c'est terminé, fermez les lits, point barre. Bon, et donc ce qui s'est passé d'ailleurs et que ça a été transformé uniquement en médecine. Mais il faut bien remarquer que ces dernières années, tout gouvernement confondu, et ça a commencé depuis un certain temps, l'ARS n'a eu de cesse
que de fermer des hôpitaux, des cliniques, mais c'est très etc. heureux. C'est très heureux. Il faut fermer les maternités où les mamans meurent parce que les praticiens ne sont pas là. On est en train de sortir du sujet. Eric, alors d'abord, tout d'un coup, l'ARS s'est aperçu que les hôpitaux de proximité avaient aussi une fonction. Donc ils se sont plantés dans la stratégie. On va pas faire on comprend pas. Eric, vous pouvez pas nous dire que l'hôpital ne peut pas ouvrir plus de lits en prévision d'une pandémie qui est susceptible de disparaître. Moi, je suis désolé, un hôpital est une entreprise. Je ne parle pas pour l'entreprise en tant qu'argent, mais doit s'adapter en permanence à une situation qui s'appelle le réel. Et il doit y avoir beaucoup plus de flexibilité au sein de l'hôpital pour permettre de s'adapter à n'importe quelle pandémie, parce que je pense qu'on va en avoir d'autres. De toute façon, je ne veux pas alarmer tout le monde. Et qu'on doit s'adapter au réel. C'est ce qui a été fait. Au printemps dernier, on est monté à 12 000 lits de réanimation en réadaptant des lits de soins intensifs. Oui, mais donc l'hôpital est capable de s'adapter. Si tu dois être opéré d'un rein ou autre, tu attendras. Exact. Je pense que globalement, pour élargir un tout petit peu le sujet, je pense que le président de la République s'est mal entouré dans cette crise sanitaire, n'a pas choisi les bonnes personnes. Parce que il faut quand même reconnaître que pour lui, c'est quelque chose qui était inattendu et difficile, mais dans ce cas-là, on prend les meilleurs, les gens doués pour la logistique, les meilleurs professeurs. Pardon ? On ne choisit pas Macron, vient de dire Jacques Miat. Non mais voilà, moi je pense que il est là. L'erreur, c'est l'entourage qui n'a pas été au niveau. Allez, les poissons pourrissent par la tête. Allez, on marque une pause et on va parler de ces politiques qui ont décidé de s'approprier les réseaux sociaux réservés normalement à un jeune public. À tout de suite. Hier, François Hollande était sur Twitch. Vous savez ce que c'est Twitch ? Twitch, on en avait parlé avec Samuel Etienne. Ça a plutôt cartonné. Gilles Gansman, qui est toujours au fait de ce qui se passe, me dit que l'échange avec François Hollande sur la chaîne Twitch est le deuxième le plus streamé au monde, avec une pointe à 96 000 intervenants au même moment. Donc les politiques sont de plus en plus tentés par ces nouveaux réseaux sociaux. On a vu Gabriel Attal être auprès des influenceuses, demander à Magali Berda, entre autres, qu'on voit chez Cyril Hanouna, qui est agent de personnalité de la télé-réalité, de l'aider à faire la promotion. On a même Emmanuel Macron qui a lancé un défi aux youtubeurs McFly et Carlito pour qu'ils fassent 10 millions de vues pour vanter les gestes barrières. C'est dire l'aberration, c'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui a peur de prendre des spécialistes de la logistique pour les vaccins, ce dont on parlait. En revanche, ils sont prêts à prendre les pires abrutis influenceurs pour faire parler d'eux. Moi, en termes de communication politique, Patricia, vous pensez que c'est une bonne chose ? J'espère qu'il y aura un retour aux fondamentaux, parce que j'ai très très peur pour la future campagne présidentielle. Je veux dire, si ça se passe comme ça, avec les influenceurs, etc., les coups de com', les Français en auront largement assez. Et je pense que des vraies annonces, on les fait traditionnellement dans un programme, dans un discours. Mais les petites brèves, parce que en fait, ce sont des petites brèves de communication, je pense qu'au bout d'un moment, les Français vont saturer. Mais je suis tout à fait d'accord avec Patricia, et je rajouterais que communiquer sur ces réseaux sociaux, ça transforme les hommes politiques en commentateurs, alors qu'ils sont censés être acteurs de la chose. C'est pour ça que ce que je voulais dire pour finir, c'est juste que on va oublier le fond pour la forme. Et ça, c'est inquiétant pour l'avenir de la politique. Oui, Jacques Miard. Tout à fait exact. Il n'y a de politique qu'à long terme et dans la cohérence de l'action. Aujourd'hui, effectivement, on a des gens qui commentent et qui se rabaissent au niveau du bistrot. J'ai rien contre le bistrot. Quand je fais une campagne électorale, je vais saluer mes concitoyens dans les bistrots et je prends un verre de blanc parce que ça vous donne de la force. Et puis je soutiens les viticulteurs. Mais cela étant, ça n'a rien à voir avec la cohérence d'un projet politique qui doit être mené dans la durée. Et là, on est dans les brèves. C'est parfaitement ridicule. Bon, c'est une maladie dont on se relèvera. Et puis, il y aura un peu de cash. Et puis bravo, Jacques. Oui, alors, Trump en a tiré une certaine force via mais lui, Twitter. Il a gagné les élections. Oui, mais ça l'a aidé aussi. Non, il avait aussi une politique derrière, qui était celle où il voulait valoriser la nation américaine
Hein, et c'est pas tout à fait la même chose. Alors, il a balancé des vannes à satiété, on est bien d'accord, mais à la sortie, il l'a payé. Moi, Jacques, je suis d'accord. Moi, je pense qu'il s'en est servi comme un petit outil de propagande pour sa propagande. Mais effectivement, il n'y avait pas de fond. Et en effet, il n'a pas été réélu. Donc, je crois qu'aujourd'hui, chez les jeunes, ça amuse un peu de voir des politiques sur des réseaux sociaux de jeunes, comme on dit aujourd'hui, mais ça n'aura qu'un temps. Et quand on va arriver au cœur du sujet, c'est-à-dire l'élection présidentielle, c'est pas avec ça qu'on fera une bonne communication politique. Éric Verhaeghe. Oui, en fait, je rebondirai volontiers sur ce que vient de dire Patricia, parce qu'en réalité, ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est dans quelle mesure les réseaux sont prescripteurs de voix. Ouais. Exact. Bravo, Éric. Je pense que le Hollande se rend sympathique en allant faire des petites blagues, et c'est un art que personne ne lui conteste, auprès des jeunes sur un réseau où il va rencontrer un public différent de celui qui regarde les émissions Rasoir avec Léa Salamé. Donc moi, ça ne me choque pas que les gens s'adressent à leur époque et sous un jour qui les met en valeur. Oui, surtout quand on n'a plus d'avenir politique comme Hollande. Donc, on ne sait jamais, il est parti de 3% la dernière fois. Pas de Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que, et ça va être intéressant de voir dans les années à venir en termes de communication politique, est-ce que être présent sur Twitch et faire un carton sur Twitch, ça ramène des voix ou pas? Parce qu'il y a vraiment deux fonctions de l'homme politique, c'est d'être sympa. Et on voit bien qu'aujourd'hui, une des ruptures avec la classe politique en France, c'est cette espèce de différence de statut où on dit mais ce sont des aristocrates et nous, le tiers-État, nous n'acceptons plus leurs privilèges. Mais personne ne sait si la connivence avec l'homme politique qu'on va trouver sur les réseaux sociaux, qu'on ne trouve pas dans les émissions de télé classiques ou dans les médias classiques, personne ne sait si cette connivence, elle est créatrice de confiance pour donner le pouvoir ou pour asseoir un gouvernant. Et ça va être l'inconnu des années à venir, parce qu'au fond, peut-être que les Français, ils ont envie d'être gouvernés par un mec sympa, mais le président normal, ça n'a pas beaucoup réussi à François Hollande à l'époque. C'est vrai. Et peut-être qu'ils préfèrent en effet distinguer en disant on préfère être gouverné par un con compétent que par un mec ou un arrogant compétent que par un sympa incompétent comme Hollande. Mais Hollande a cette image du sympa incompétent. Est-ce qu'il suffit qu'il soit sympa pour devenir un gouvernant? C'est ce qu'on ne sait pas encore. Il y a quelque chose derrière, moi, qui m'étonne, c'est cette obsession à vouloir séduire les jeunes. Mais quand je dis jeunes, c'est les 18-22 ans, en gros. Je me souviens, c'était l'année dernière que, je crois, Anne Hidalgo proposait le vote à 16 ans. Bon, moi, je vais vous dire, je donne des cours dans énormément de grandes écoles, et la réalité, c'est qu'un jeune de 18 ans aujourd'hui, au niveau maturité et indépendance politique, correspond à un jeune de 12 ans d'il y a 30 ans. Voilà. Ils ont des qualités, mais ils n'ont pas celles de l'engagement réel. Ils sont tellement influencés par une lecture biaisée par les réseaux et Internet qu'effectivement, ça ne sert à rien de courir après les voix, et surtout, ça ne se traduira jamais dans les urnes. Jamais. C'est tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, ce que disait Éric, effectivement, quel sera l'impact sur des élections et sur des votes? C'est la question qu'il posait. Et on peut pas pour l'instant le quantifier. C'est difficile. Alors, comment vous qualifiez la stratégie de Gabriel Attal, qui donc le porte-parole du gouvernement, qui a lancé une émission sur les réseaux sociaux, sur Twitch, justement, il dit il a rencontré des influenceuses. C'est quoi cette démarche? À quoi ça sert? C'est d'être dans le coup, d'essayer d'être dans le coup. Mais à long terme, c'est pas productif. Oui. Alors Jean-Baptiste Djebbari, lui, dit les réseaux sociaux sont l'agora du 21e siècle. Ouais. Non, mais au moins il connaît un mot de grec. Oui, vous vouliez dire, Jacques Méa? Dans l'agora, effectivement, toute la population n'était pas là, puisque c'était uniquement les citoyens actifs, et donc ça limitait beaucoup le champ. Ouais. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas confondre action politique et folklore. Ouais. Voilà. Et j'ai l'impression qu'on a une classe politique qui commence à devenir des battleurs. Oui. Ouais. Pas, mais c'est aussi peut-être pour se faire connaître. Oui, d'accord, on peut se faire connaître, mais ça c'est une action à long terme, mais ce n'est pas des scoops. Alors Hollande, ils vont là où l'audience est.
Ouais. Oui, mais l'audience... l'audience, pardon, il y a un auditeur dit Nicolas Sarkozy, la semaine d'avant, a fait 7,5 millions de téléspectateurs au JT de TF1. Là, on parle de 70 000 personnes. C'est pas comparable. Bon, il ne s'agit pas... Moi, je suis toujours sur Twitter, mais je ne réponds pas parce que sinon, ça part en vrille. Je passe des messages. C'est pour, c'est contre, je me fais tancer ou pas, peu importe. Ce qui est clair, c'est que c'est un outil de communication à l'égard, mais surtout, il ne faut pas rentrer dans le jeu. Il faut une certaine distanciation. Et le politique doit garder une certaine distanciation pour ne pas se faire happer par, je dirais, des excès. Ouais. Et de la hauteur, Jacques, et de la hauteur. Et de la hauteur, oui. Oui, mais attention, Jacques, j'ai envie de vous dire, Twitter, c'est le passé. Le problème aujourd'hui, ce sont ces nouveaux réseaux où on parle notamment Clubhouse. Il y a ce réseau Clubhouse qui fait fureur en ce moment depuis quelques semaines, où les gens ouvrent des pièces et se parlent comme un meeting. Le président de la République est allé sur cette espèce d'émission où il s'est fait piéger comme un gamin. Là. Brut, etc. Je peux vous dire que ça ne l'a pas du tout servi. Hein. Donc, il y a un moment, il faut savoir où on met les pieds. Absolument. On a Pierre en ligne qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, je voulais vous dire que, moi de mon côté, je m'occupe d'un homme politique qui s'appelle Jean Lassalle et je m'occupe de sa communication. Et j'avoue que nous avons des difficultés. Certes, il aimerait que je sois porte-parole de son parti politique qui s'appelle Résistons, mais comme je lui dis, avoir un titre et ne jamais passer ni en radio ni en télévision, c'est toujours difficile. Donc après, la solution, elle est comment? Alors bien sûr, on va vers où? Vers des Twitter, vers des dérivés des médias généraux, et c'est un peu dommage. Moi, ce que j'aimerais, c'est que justement, alors je ne parle pas des journalistes, mais je dirais que derrière, vous savez qu'il y a un tant de partis politiques qui ont été créés, c'est que à la fois les journalistes prennent conscience qu'il y a ces partis et éventuellement d'inviter des porte-paroles, comme moi en l'occurrence, pour expliquer, pour justement parler sur le fond et non plus parler, comme on le voit, de façon superficielle. Je pense que quand même, il y a des choses intéressantes à dire, mais nous, derrière, que voulez-vous que moi, derrière, en tant que porte-parole de Résistants, je puisse m'exprimer si derrière on n'est jamais invité. Alors l'histoire d'être invité, c'est pas ça. C'est surtout parler de sujets intéressants et d'évoquer des sujets de fond et pas forcément des sujets qui intéressent, qui sont d'actualité. Parce que moi je remarque quand même que dans tous les médias, on voit que les seuls sujets qui sont abordés, ce sont les sujets du jour. Aujourd'hui c'est la reine d'Angleterre, demain ça sera autre chose, alors qu'il y a quand même des sujets de fond qu'il faut que l'on traite si on ne veut pas justement en 2022 se retrouver entre Marine Le Pen et Macron, parce qu'au fond on n'aura pas évoqué les sujets. Mais vous savez, moi j'adhère totalement à ce que vous dites et je comprends très très bien, mais il faut réaliser qu'aujourd'hui on est à l'heure des buzz, des punchlines, c'est-à-dire ce qui fait tout de suite monter une audience. Et le problème, effectivement, c'est qu'on est dans la forme plus que dans le fond. Plus que dans le fond, absolument. Voilà. Mais il veut se présenter. L'immédiateté. Oui, il veut se présenter, Jean Lassalle, à l'élection présidentielle. Bien sûr. On est en train de commencer à écrire le programme. On est en train de travailler justement sur des sujets, notamment pour la reconnaissance du vote blanc, sur tout ce qui est justement qui va permettre de changer cette société telle qu'elle est. Bon, moi, vous le savez, j'interviens depuis quelques années quand même sur Sud Radio. J'évite, bien sûr, j'ai toujours évité de dire que je m'intéressais à Jean Lassalle parce que, évidemment, sinon, je risque d'être plus ou moins écarté des médias, entre guillemets. Bon, bien sûr, tout est relatif. Mais je pense que, justement, il y a vraiment des sujets qu'il faut absolument aborder. Bon, je pourrais en évoquer des centaines, mais bon, mais il faut qu'on soit invité. Alors, on va, Jacques Miard, vous lui répondrez juste après cette toute petite pause. À tout de suite. On est ensemble jusqu'à midi. On parlait donc de ces politiques qui choisissent d'autres médias. Gilles me signale également Hanouna. De plus en plus de politiques acceptent d'aller chez Hanouna. Et c'est vrai que pour certains, les politiques, on a le sentiment qu'ils disent plus la vérité sur Twitch ou chez Hanouna que face à des journalistes politiques. Alors je ne sais pas si ça peut durer. Jacques Miard, vous voulez répondre à notre auditeur Pierre sur ce qu'il disait? Mais Jean Lassalle est devenu connu lorsqu'il a poussé la chansonnette dans l'hémicycle. Donc, je me souviens de cet incident, ça a été quelque chose. Ensuite, il a eu le courage de faire une grève de la faim que très peu de politiques sont capables de faire, moi le premier. Donc, il est évident qu'il est connu, il n'est pas connu en allant sur Twitch et compagnie, il est connu parce que c'est un politique qui défend notamment son territoire
et qui a une action personnelle qui sort de l'ordinaire. Je le dis comme je le pense. Oui. De là à ce qu'il soit candidat à la présidence de la République, dont acte, mais le chemin est long. Hein. Absolument. Je voudrais qu'on parle donc de ces violences urbaines, de ces bandes, encore des violences urbaines ce week-end à Lyon, à Bron, plusieurs maires menacés, à Beauvais la semaine dernière, et on a appris donc hier que 2 ados avaient été poignardés à Champigny-sur-Marne. On a retrouvé une autre adolescente noyée dans la Marne et deux autres adolescents ont été interpellés. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire? J'entendais l'autre jour le maire de Reims qui disait, parce que nous on a eu ce débat sur le plateau à propos des bandes, avec, je crois que c'était un porte-parole de Génération qui disait mais on a abandonné ces quartiers. Et le maire de Reims disait mais non, ce sont des quartiers ultra modernisés, où il y a des logements neufs, où on a mis vraiment ce qu'il fallait. Donc on ne peut pas avoir cette excuse de l'abandon de ces quartiers. Oui. Je pense que le seul abandon, à mon sens, parce qu'on parle de est-ce qu'il faut rétablir l'armée ou pas dans ces quartiers, moi je pense que c'est pas un problème d'armée, vous pouvez mettre toute l'armée que vous voulez. Si vous avez des juges qui ne sanctionnent pas réellement en mettant en prison les délinquants, ils vont recommencer. Je pense que le problème, il vient de là. Je ne sais pas si vous avez vu, dimanche soir, il y avait un excellent reportage sur M6 sur l'état des prisons en France. Vous allez en prison aujourd'hui en France, vous ressortez, vous recommencez, parce que c'est tellement vétuste et scandaleux. Je ne comprends pas qu'aucun président de la République fasse ça. Alors, vous allez me dire, c'est du populisme. Mais il y a un moment, il y a un manque de prisons, il faut en ouvrir, parce qu'on ne peut pas accepter que les peines de moins de 2 ans ne soient pas appliquées dans notre pays. Oui, mais il y a surtout un manque de justice. Parce que j'entendais ce matin, et ce qui vient de se passer à Champigny, c'est qu'un jeune armé d'un couteau, qui blesse ou qui tue, il a 2 mois avec sursis. Donc il est relâché. Voilà. Donc c'est même pas la prison, c'est la justice et le ministère de l'Intérieur. Et tant qu'il n'y aura pas une synergie entre ces 2 mastodontes, ça ne fonctionnera pas. C'est ça le vrai sujet. Et je ne veux plus jamais entendre ou lire, c'est le cas d'un repris de quelqu'un qui a été condamné 7 à 8 fois en 2 ans, qui était dangereux. Il y en a eu un 21 fois, j'ai vu ce matin. Des gens qui sont condamnés 8, 9, 21 fois, 30 fois, n'ont pas à être en liberté. Voilà. Jacques Miard. Oui, alors, il y a plusieurs phénomènes. Il y a d'abord le phénomène de bande, sur lequel je ne comprends pas pourquoi on n'applique pas la notion association de malfaiteurs. Association de malfaiteurs. Ça, c'est un premier point qui permettrait d'avoir des sanctions. Et ensuite, effectivement, derrière, il y a le problème de la sanction. Et il y avait une expérience que je cite toujours, mais à mon avis, on y reviendra, c'était celle de Braque de la Perrière, qui avait monté avec un encadrement quasi militaire, jeunes en équipe de travail, et qui en avait sauvé de cette manière. Ces crédits ont été supprimés au ministère de la Défense parce que les militaires craignaient qu'on leur pique du fric pour ce genre de choses. Or, c'était, à mon avis, la seule solution. Envoyer des gamins, de toute façon, ils n'iront pas, envoyer des gamins à 15 ans en prison, ça n'a pas de sens, parce que là, ils vont apprendre auprès des chevaux de retour ce qui doit être, ce qu'ils peuvent faire, et ça va être pire que la solution, donc que le remède. Donc je crois qu'il faut retrouver des encadrements forts avec une discipline militaire, sortir ces gamins de là où ils sont et les encadrer et les reformater pour en faire des adultes. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a affaire à des violences qui sont terribles, des morts, des gamins qui meurent à 14-15 ans, mais c'est véritablement pour la société une croix. Donc il faut trouver, à mon avis, les moyens, et les moyens, c'est de sortir ces gamins de leur milieu et de les encadrer. Je voudrais juste rajouter une chose rapidement. En 1996, le président Jacques Chirac a supprimé le service militaire obligatoire, ce qui a été une erreur invraisemblable, car c'était un moyen d'intégration formidable. Mais si, et puis ça permet aux gens de voir qu'il y a des riches, des pauvres, on est tous pareils. Est-ce que c'est pas une tarte à la crème avec... Non, parce que ce sont les militaires qui prenaient pas ces gamins. Il faut savoir qu'ils les réformaient systématiquement. Et donc, il y avait sur une classe d'âge... Il y en avait qui faisaient. Oui, il y en a... 800 000, ils en éliminaient énormément. Oui, mais il y en avait, et il y avait une véritable mixité sociale qui est totalement absente aujourd'hui. Bien sûr, ça je suis d'accord. Maintenant les jeunes de l'époque de Chirac ne sont plus les jeunes d'aujourd'hui, avec une violence... alors, il y a toujours eu de la violence, mais... Valérie, la violence a toujours existé dans la société. Ça, au 19e siècle, il y avait les Apaches. Les Apaches qui venaient des banlieues,
il terrorisait le bourgeois au surin, vous savez, au couteau. Oui, bien sûr. Donc ça existait. Mais il y avait une réponse. Et la POC, c'est que quand on a chopé un et qu'il allait un peu trop loin, c'était le bagne. Aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Oui, mais les prisons étant surpeuplées aujourd'hui, qu'on ne puisse pas condamner des jeunes à une peine de prison. Dans ce cas-là, on leur fait faire ce qu'on appelle des travaux d'intérêt général. Mais ils les exécutent pas. Non. Ils les exécutent pas, ils sont pas faits. Non. Vous savez ce que c'est que le travail d'intérêt général? Ça vaut pour vous. Ça vaut pour la bourgeoise qui tout d'un coup aura grillé un peu et blessé quelqu'un. Mais je veux dire, moi j'ai vu des travaux d'intérêt général. Le gamin, il arrive, on le met à la caserne des pompiers. Alors voilà, tu vas nous aider à rembobiner le tuyau des pompiers. Non. Et il reste là. Qu'est-ce que vous faites? Jacques, je voulais juste quand ils viennent à la caserne. Il faut de la discipline militaire. Or, ce n'est pas avec les travaux d'intérêt général qu'on va y arriver. Non, mais Jacques, je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit. Vous avez parlé des Apaches. Et à mon sens, c'est tout à fait intéressant. Les Apaches, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, c'était une délinquance qui a explosé en France parce que ça faisait suite à la révolution industrielle qui a mis de côté énormément de gens, évidemment, de classe de la population. Et on a la même chose aujourd'hui. On traverse une révolution qui est la révolution digitale et on a une transformation de la délinquance. Alors, je ne vais pas inciter les auditeurs à revoir les Brigades du Tigre, qui ont été créées par Clémenceau, qui ont fait que la police s'est modernisée à l'époque, mais je pense qu'on pourrait songer à une modernisation aujourd'hui similaire à ce qui s'est passé il y a un siècle. Éric Verhaeghe. Oui, non. Moi, j'ironisais sur Mathieu, il n'était pas né à l'époque où passaient les Brigades du Tigre. mais c'est vrai que se pose ce manque d'autorité ou de respect de l'autorité. Oui, en réalité, ce qu'on est en train de découvrir de mon point de vue, c'est que fabriquer un citoyen respectueux des lois de son pays, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Et ce n'est pas une mince affaire. Et je pense que le problème, c'est quand le jeune est déjà devenu délinquant, c'est trop tard. La question, qui est posée de mon point de vue, qu'il faut poser à froid, c'est quelle est notre capacité aujourd'hui à fabriquer des citoyens de la République, qui soient de toutes origines. Et sur ce point, malheureusement, nous avons tellement vidé de son contenu notre conscience identitaire, notre narcissisme identitaire, que lorsque des gamins arrivent en nous disant « mais vous faites rien pour nous, vous êtes des colonialistes », on dit « bah oui, c'est vrai, on est des méchants, on te doit tout ». Et ce n'est pas en nous détestant nous-mêmes que nous parviendrons à fabriquer des citoyens de cette République. Donc ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout de la haine de soi et qu'un jour on revienne à la réaffirmation de ce que nous sommes. C'est-à-dire que la France est un grand pays qui a inventé des médicaments qui soignent en Afrique, qui a inventé des hôpitaux, qui a créé des écoles en Algérie. Finalement, la colonisation en Algérie, c'était pas... Il ne faut pas faire de rapport Stora, hein. Voilà. Non mais Eric, mais je pense que nous pouvons être fiers de notre rayonnement dans le monde. Et nous n'avons pas apporté que la haine dans le monde. Mais Eric, et on est en train de s'en apercevoir. Vous avez à 100% raison, Eric. Mais tant qu'on sera dans la repentance, dans cette espèce de culture gauchisante de la repentance où on se bat la coulpe sans cesse, ça n'évoluera pas. C'est les cathos de gauche. Non mais attendez, vous intellectualisez totalement le problème. Excusez-moi, vous intellectualisez complètement le problème. Il y a un truc qui s'appelle le trafic de stupéfiants en France, parce qu'il y a énormément de consommateurs, par exemple, de cannabis, et ces jeunes-là, à 15 ans, se font plus d'argent en faisant partie du trafic de cannabis qu'en trouvant un emploi plus tard où ils seront payés au SMIC. Le problème, il est là. C'est tout, c'est un problème de trafic de stupéfiants et d'offres et de demandes qui existent. Pas que non plus. Mais Eric soulignait... Il y a un besoin de spiritualité dans la jeunesse. Mais Eric soulignait cette notion de patriotisme et d'amour de la nation que l'on a perdu et qui est, hélas, devenu l'apanage de l'extrême droite. C'est que par la tête, le poisson pourri par la tête. Ce qui veut dire concrètement des slogans macroniens en disant qu'on a fait un crime contre l'humanité au temps de la colonisation. Bravo. Ouais. Non, mais le problème on l'a pas évoqué, mais effectivement. Le problème qu'on a, c'est que les gens qui sont censés, les politiques qui sont censés parler de ces gens dans les cités, leur expliquent que c'est très mal d'être milliardaire, comme on parlait tout à l'heure de Dassault. Alors que ces jeunes-là n'ont qu'une envie, c'est qu'on leur explique comment faire de l'argent. Donc on est dans un truc complètement, il y a un non-dialogue, une non-communication. Ce sont les plus libéraux en France, ce sont les gamins dans les banlieues qui font du trafic. Ils ont envie qu'on leur explique comment monter des boîtes, comment faire du business. Il ne faut pas leur parler de subventions et de social, ils s'en foutent. La libre entreprise des trafiquants de drogue, en effet. Je vous signale que pour la première, vous savez, il y a une plateforme qui a été lancée, Point de Deal, pour dénoncer les dealers. Et alors il semblerait qu'ils soient en train de se
dénoncer entre eux, puisqu'on vient d'arrêter un énorme dealer dans le Nord, justement. Donc, je pense qu'ils ne sont pas si malins. Le gang des dealers. Le gang des dealers, voilà. On finira avec ce gang-là. Allez, merci à vous. On se retrouve demain pour d'autres infos. Très bonne journée sur Sud Radio.